Bonjour. Au nom de toute l'équipe de LexisNexis Maroc, je vous souhaite la bienvenue à la première édition de notre conférence Maroc Place du Droit. Un peu de ce qu'on appelle en anglais housekeeping, le ménage avant de commencer. D'abord, pour voir le programme de la conférence, vous prenez votre badge et vous scannez le QR code. Sinon, vous scannez le QR code du badge de votre voisin. Allez-y, faites-le. Ensuite, pendant le déroulement de nos panels aujourd'hui, vous allez voir un QR code sur l'écran. Si vous voulez poser une question à une panéliste, vous pouvez donc scanner le QR code et le code vous dirigera vers un lien qui vous permettra de saisir une question. Vous pouvez bien sûr aussi lever la main, tout simplement, mais si vous êtes timide, peut-être vous préférez scanner le QR code. Donc, c'est à vous de décider, l'un ou l'autre. Et finalement, un déjeuner sera servi à la fin de la conférence. S'il vous plaît, rejoignez-nous. Cela nous fera plaisir de vous mieux connaître. Je voudrais, avant de commencer, reconnaître et remercier les sponsors de cet événement. D'abord, notre Gold sponsor, DLA Piper, et notre Silver sponsor, Fidal. Mesdames et messieurs, je vous invite à applaudir ces deux cabinets internationaux. Sans leur soutien, cet événement n'aurait pas eu lieu. Je passe la parole au directeur général de LexisNexis MENA, Benjamin Filaferro. Bonjour à toutes et à tous. C'est un honneur de vous accueillir pour cette première édition de Maroc Place de Droit. Depuis 200 ans, LexisNexis accompagne les juristes à travers le monde en leur donnant accès à un contenu juridique inégalé. Nous avons à cœur de soutenir le développement des communautés juridiques dans les pays où nous sommes présents. Et c'est pour cela que j'ai le plaisir de vous annoncer que LexisNexis ouvrira en 2025 un bureau à Casablanca. Merci. Cette décision est un signal fort qui s'inscrit dans la stratégie que nous suivons depuis plusieurs années pour le Maroc, investir toujours plus pour servir au mieux les besoins des professionnels du droit marocain. Avoir une équipe éditoriale et commerciale au plus proche de nos utilisateurs va nous permettre d'améliorer encore plus la pertinence de nos contenus, la qualité de service et de lancer de nouvelles offres. Depuis toujours, LexisNexis utilise les technologies de pointe afin de permettre à ses utilisateurs de trouver l'information pertinente au moment où ils en ont besoin. Ces dernières années, nous y avons consacré plus de 1,6 milliard de dollars d'investissement, ce qui nous a permis de lancer Lexis+ AI. Lexis+ AI est l'intelligence artificielle la plus rapide du marché. Elle révolutionne la manière dont les juristes travaillent. Aux États-Unis, où elle a été lancée en 2023, les utilisateurs économisent 11 heures de travail par semaine. C'est 11 heures de plus qu'ils peuvent mettre au service du droit et de leurs clients. Et comme nous avons à cœur d'offrir aux praticiens marocains les dernières innovations technologiques, nous lancerons la commercialisation au Maroc de Lexis+ AI dès le premier trimestre 2025. Quelques mots au sujet de notre grande thématique de cette année, le droit au service du commerce et des investissements internationaux. Comme son prédécesseur, le Doing Business, le nouvel indicateur de la Banque mondiale, le Be Ready, repose principalement sur la performance du système juridique. Et donc, dans ce contexte global ultra concurrentiel, l'attractivité du Maroc continue de reposer sur les praticiens marocains du droit. C'est pour cela que je remercie par avance tous nos intervenants pour leur contribution qui, j'en suis sûr, montreront les dernières avancées, mais aussi la voie pour aller plus loin. Sans oublier nos sponsors, DLA Piper et Fidal, que je tiens à remercier pour leur confiance et leur soutien dans l'organisation de cette première édition de Maroc Place de Droit. Sans vous, nous n'aurions pas pu organiser ce nouveau grand rendez-vous annuel des professionnels du droit. Pour finir, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent Maroc Place de Droit 2024. Merci Benjamin Filaferro.
Le thème de cette conférence est le droit au service du commerce et des investissements internationaux. À cet égard, c'est avec plaisir que je vous présente notre premier intervenant qui va vous parler de façon plus générale et non juridique de la facilité de faire des affaires au Maroc, du point de vue de la France, son premier investisseur, et la marge de progrès qu'a fait le Royaume en attractivité économique. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Monsieur Vincent Toussaint, chef du service économique régional à l'ambassade de France au Maroc. Merci beaucoup, Caroline. Alors, je suis d'autant plus ravi d'être parmi vous que je suis un non-juriste et j'ai le plaisir et l'honneur d'ouvrir cette conférence. Je pourrais vous raconter des anecdotes sur mes tentatives des tentatives d'études de droit qui ont échoué, mais je m'arrêterai là. Donc, je suis vraiment très heureux d'intervenir devant vous ce matin pour ouvrir cette importante conférence Maroc, place du droit. Je tiens à féliciter et à remercier les organisateurs, en particulier LexisNexis. Alors, en tant que chef du service économique de l'ambassade de France au Maroc, je vais vous donner le point de vue du premier partenaire économique du Maroc, notamment en termes d'investissement. Ce sera donc une vision du climat des affaires à travers le prisme de l'activité des entreprises françaises au Maroc, une vision davantage de praticien. Donc laissez-moi peut-être tout d'abord vous rappeler au préalable les missions de mon service. Elles sont au nombre de 3. Tout d'abord, animer la relation économique bilatérale entre la France et le Maroc, en nous appuyant sur des partenaires qui sont la Chambre française de commerce et d'industrie au Maroc, qui est la plus grande au monde, devant celle au Japon, Business France, BPI France, French Tech Maroc, tout un écosystème. Deuxième mission, appuyer les entreprises françaises qui souhaitent exporter ou investir au Maroc, y compris à travers des instruments de soutien financier. Et en ce moment, sans trahir de secret, nous travaillons beaucoup sur le financement de la deuxième phase du TGV qui ira jusqu'à Marrakech. Et enfin, troisième mission, produire des analyses macroéconomiques, sectorielles et également sur l'environnement des affaires au Maroc à destination des autorités françaises, mais aussi des entreprises. Je vais brièvement devant vous évoquer 3 points et j'éviterai de vous assommer en ouverture de cette conférence qui sera très touffue au vu du programme. D'abord, la place des entreprises françaises au Maroc. Ensuite, pour faire écho au thème d'aujourd'hui, le cadre unique en termes de climat des affaires offert par le Maroc dans la région méditerranéenne. Et enfin, les réformes menées pour améliorer ce cadre des affaires. Le Maroc, c'est le premier partenaire commercial africain de la France. C'est le deuxième partenaire de la France dans la région Afrique du Nord, Moyen-Orient, derrière la Turquie, qui est quand même une autre taille d'économie, comme vous le savez. C'est près de 15 milliards d'euros d'échanges commerciaux en 2024. On va sans doute les dépasser d'ailleurs, ce qui situe ces échanges au-dessus de ceux avec l'Arabie Saoudite. Donc ça vous donne une idée de cette relation. 2 caractéristiques principales caractérisent donc cette relation économique. D'une part, ce sont des échanges équilibrés, c'est très notable, et d'autre part, ces échanges s'accompagnent d'une forte dynamique d'investissement croisé. La France est le premier investisseur étranger au Maroc, en stock, mais toujours aussi en flux, je tiens à le préciser. Avec environ 30% du stock d'IDE au Maroc, c'est loin devant les Émirats arabes unis qui doivent être autour de 18%. Aujourd'hui, ça représente plus de 8 milliards d'euros d'investissement selon la Banque de France, 1000 filiales d'entreprises qui ont leur siège en France, et ça représente environ 150 000 emplois directs aujourd'hui et 400 000 emplois indirects. Donc c'est absolument significatif. À l'inverse, je rappelle aussi que le Maroc, c'est le premier investisseur africain en France et les deux vont de pair. Nos entreprises sont présentes dans tous les secteurs, la banque, l'assurance, les services, y compris les services d'avocats, l'industrie, logistique, environnement, énergie, sans oublier l'agroalimentaire. Et je précise aussi en parallèle que la France est le premier partenaire financier du Maroc, premier créancier, notamment à travers de l'Agence française de développement, mais aussi premier pourvoyeur de recettes touristiques
et premier pourvoyeur de transfert de la diaspora marocaine, ce qu'on appelle les remittances en bon français. Donc c'est une relation financière qui est absolument capitale et qui contribue à la balance des paiements du pays. La récente visite d'État du président Emmanuel Macron va encore accélérer cette dynamique, notamment en projetant la relation vers de nouveaux secteurs d'avenir. Je pourrais citer l'industrie ferroviaire, je l'ai déjà évoqué, mais aussi le dessalement d'eau de mer ou encore les énergies renouvelables ou l'hydrogène vert, qui supposeront l'accompagnement évidemment de professionnels du droit. Cette dynamique d'investissement qui est continue et s'explique d'abord par le cadre qu'offre le Maroc. C'est un cadre attractif qui permet aux entreprises françaises, mais pas que, de se projeter sur le long terme. Ce cadre, il repose d'abord sur la stabilité macroéconomique. Elle tient, à mon avis, à 4 points essentiellement, cette stabilité, enfin, de notre point de vue. Tout d'abord, la maîtrise des grands équilibres, qu'il s'agisse d'une croissance qui est remarquablement stable, notamment en comparaison régionale. Ici, vous êtes toujours autour de 3%, y compris dans les périodes de crise, Covid, etc. Des déficits, dettes, inflation, balance extérieure qui sont maîtrisés. Ça pourrait faire des envieux, notamment en Europe. Suivez mon regard. Deuxième élément de stabilité, une monnaie solide. N'oublions pas que le dirham est arrimé à l'euro et au dollar, et ça vaut de l'or, sans mauvais jeu de mots. Troisièmement, une ouverture commerciale qui est parfaitement assumée. Le Maroc a conclu et applique 56 accords de libre-échange, dont l'Europe et les États-Unis. C'est le seul pays d'Afrique à avoir un accord de libre-échange avec les États-Unis d'Amérique. Et quatrièmement, et on touche à vos métiers, un alignement massif sur les normes et standards internationaux, et notamment européens. Cette stabilité macroéconomique permet au Maroc, d'une part, d'accéder au financement des bailleurs internationaux, ce qui permet de moderniser les infrastructures. Il suffit de parcourir Casablanca pour y toucher, et d'autre part d'attirer les investisseurs privés étrangers, ce qui a permis d'insérer l'économie marocaine dans des chaînes de valeur mondiales. Je pourrais citer l'automobile ou l'aéronautique, et demain, on l'espère, le ferroviaire. Ce cadre stable et prévisible s'appuie aussi sur une politique volontariste des autorités marocaines d'amélioration du climat des affaires. Alors historiquement, cette politique s'est beaucoup appuyée et beaucoup passée par des dispositifs, disons, dérogatoires, taillés sur mesure, tailor-made, pour des gros investisseurs en termes d'accès au foncier, de fiscalité, de subventions. Nos groupes en ont profité d'ailleurs. On pourrait citer Safran dans l'aéronautique ou Renault Stellantis dans l'automobile. Ces régimes d'exception ont conduit à de grandes réalisations dont nous sommes fiers, mais sans enclencher une dynamique générale d'investissement et de croissance du secteur privé, notamment national. L'économie marocaine, elle reste encore largement tirée par l'investissement public et les IDE. Enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans le rapport sur le nouveau modèle de développement de 2021, et cette stratégie vise précisément à corriger ces points faibles. La volonté donc de stimuler l'investissement privé, notamment l'investissement privé national, a conduit les autorités à accélérer les réformes dans la période récente, avec des progrès notables dans les classements Doing Business, on en parlait tout à l'heure, et encore récemment dans le Business Ready de la Banque mondiale. Je crois que le Maroc est 20e sur 53, si je ne me trompe pas. Parmi ces réformes structurantes adoptées récemment, on peut citer, je regarde madame, le secteur de la concurrence. On peut citer également l'adoption d'une charte de l'investissement qui grave dans le marbre le régime ouvert et de traitement national de l'investissement au Maroc. On peut citer aussi la création du fonds Mohamed VI pour l'investissement qui vise à attaquer le sujet du financement des PME et du privé, ou encore la loi 69-21 sur les délais de paiement qui, enfin, du moins de ce qu'on entend des entreprises, commence à porter ses effets. Il y a encore des marges de progrès, notamment dans l'accès au foncier
en termes de coûts, et pas qu'à Casablanca d'ailleurs, ou aussi du fait de la complexité du régime, hein, puisqu'on n'a pas qu'un régime foncier ici, ou encore d'efficacité de la justice, même si on regarde du point de vue de l'indépendance de la justice, des progrès massifs ont été faits, notamment à travers la mise en place d'un conseil supérieur du pouvoir judiciaire en 2016. Mais vous en parlerez longuement de ces sujets aujourd'hui, je pense. Moi, j'aimerais mentionner, enfin, pour terminer, 3 domaines qui touchent au climat des affaires et pour lesquels la France, notamment à travers l'ambassade, hein, donc c'est très concret, très local, essaye d'accompagner le Maroc ces dernières années. D'abord, la fiscalité. J'en parle avec d'autant plus de plaisir que je travaille pour le ministère de l'économie et des finances à Paris. La fiscalité, c'est un des atouts du Maroc, je pense, puisque le pays a misé sur la stabilité, la prévisibilité de la règle fiscale, et qui dit stabilité, prévisibilité, dit sécurité juridique, et je pense que ça vous parle. Et la sécurité juridique, ça évite des contentieux chronophages et coûteux pour chaque partie, comme j'ai pu le voir dans d'autres pays, puisque c'est mon 4e poste à l'étranger. Ces réformes ont été engagées notamment en 2019 lors des assises nationales sur la fiscalité, qui ont lancé un processus de modernisation axé notamment sur 3 piliers. D'abord, un cadre fiscal clair et fiable, aligné sur les standards internationaux, pour garantir, comme je disais, la sécurité juridique. On pourrait citer la réforme de l'impôt sur les sociétés dans la loi de finances 2023, celle de la TVA en loi de finances 2024 et celle de l'impôt sur les revenus en loi de finances 2025. Ce n'était pas pour faire une série, mais c'est pour vous montrer comment dire, le train et le rythme de réforme et le sérieux avec lequel elles sont menées. Deuxièmement, un meilleur accompagnement du contribuable et la dématérialisation. Et enfin, troisièmement, on en parlait avec monsieur tout à l'heure, une modernisation de l'infra et notamment l'introduction de l'intelligence artificielle dans le traitement des sujets fiscaux. Deuxième domaine, la propriété intellectuelle. Le Maroc s'est doté d'un office de référence qui s'appelle l'OMPIC, qui délivre des titres de propriété industrielle forts. On parlait de classement, en l'occurrence, le Maroc a gagné 4 places, ce qui situe le royaume à la 66e place mondiale sur 133 pays dans le dernier Global Innovation Index de l'OMPI, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Le pays a rejoint, en quelque sorte, le groupe des pays à revenus intermédiaires qui ont progressé le plus rapidement ces 10 dernières années en matière de propriété intellectuelle. Alors, ces 2 domaines-là, j'étais aussi heureux de les citer, puisque nous avons, et ça pourra vous être utile, hein, notamment à ceux qui sont basés ici, un attaché fiscal et un conseiller propriété intellectuelle à l'ambassade de France à Rabat, qui pilote ces coopérations. Et enfin, 3e domaine qui est très intéressant et d'actualité, celui de l'accès au financement des PME, j'y ai fait allusion. Sur ce sujet-là, la visite d'État du président Macron a permis la conclusion d'un accord de partenariat stratégique entre le fonds Mohamed VI pour l'investissement, qui a été doté de 15 milliards de dirhams par l'État marocain, et les principaux acteurs publics du financement de l'investissement côté français, BPI, Agence française de développement, STOA, qui est un peu moins connu, pour mettre en place ce qu'on a appelé un accélérateur d'investissement France-Maroc, et qui s'est fixé des cibles d'investissement, à savoir 2,6 milliards d'euros qui seront injectés dans les prochaines années, et une cible d'accompagnement de 1500 PME marocaines à travers cet accélérateur. En conclusion, pour ne pas être trop long, je voudrais donc vraiment insister sur la dynamique positive d'amélioration du climat des affaires au Maroc. C'est un exemple qui inspire, y compris en France et en Europe, je pense. Un train de réforme ambitieux a été mené et déployé ces dernières années pour corriger une croissance qui était un peu trop tirée par le public, et pas suffisamment par le secteur privé. Le Maroc dispose aujourd'hui d'un cadre robuste, facilitant l'acte d'investir et la création d'entreprises, notamment. Et pour pratiquer les administrations ici, ce qu'on constate, c'est une culture business-friendly,
excusez le mauvais français, qui se diffuse largement dans les administrations marocaines. Et je peux personnellement, donc en tant que praticien de nos entreprises et de nos investisseurs au Maroc, témoigner d'une attractivité renforcée pour nos entreprises, grands groupes et PME qui sont globalement très heureuses de faire du business au Maroc et du cadre des affaires qui est offert. Et j'en parlais avec certains d'entre vous ce matin. Moi, pas une semaine ne se passe sans rencontrer une entreprise française ou européenne d'ailleurs, hein, puisqu'on en voit d'autres, qui a un projet d'investissement ou d'extension de capacité au Maroc. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Vincent Toussaint, pour cet avant-propos. On va maintenant attaquer notre premier panel. Est-ce qu'on peut avoir le prochain slide, s'il vous plaît? Donc, le premier panel porte sur les mesures juridiques récentes pour encourager les investissements étrangers. On va parler de sécurité juridique et contractuelle, droit de la concurrence et sécurité juridique des investisseurs et l'offre Maroc pour développer la filière de l'hydrogène vert. J'appelle notre modérateur Imad Maliki, Head of Legal and Internal Control chez Air Liquide. Nos panélistes, Maître Taoufik Azouzi, président du Conseil régional des notaires de Rabat, Dr Sanae Al-Hadjoui, juriste d'affaires spécialisé en droit de la concurrence, et Maître Younes Fassi Firi, juriste chez Fidal. Bonjour à tous. On va parler aujourd'hui de la sécurité juridique des contrats et son impact en fait sur le climat des affaires. Donc on va parler aujourd'hui de la sécurité juridique des contrats avec Maître Azouzi. Juste pour une meilleure organisation, si on garde les questions, peut-être pour chaque panel à la fin, on donnera plutôt quelques temps pour les intervenants d'y répondre. Ma première question, Maître Azouzi, c'est plutôt pour ce concept de sécurité juridique des contrats et sa place dans le paysage marocain. Merci pour les organisateurs pour m'avoir invité à ce panel très promettant. Donc, juste, on va s'arrêter un petit peu. C'est un panel pratico-pratique, mais on va s'arrêter sur un concept qui n'est pas du tout pratique d'origine, mais qui est un peu théorique. Mais c'est une obligation pour qu'on puisse comprendre par la suite ce terme qui est en train de prendre la place dans notre ordre juridique marocain et même dans les ordres juridiques dans plusieurs pays. Alors, le concept de sécurité juridique, c'est un concept qu'on ne connaissait pas au Maroc, mais qui est un concept purement européen. Ça date, les origines remontent aux arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne et puis la Cour européenne des droits de l'homme, donc 1969-1971. Et puis ça a été repris par la législation interne puisque la norme sécurité juridique est devenue une norme européenne. Donc toutes les législations communautaires doivent adopter cette norme, notamment le droit allemand avec ce qu'on appelle la confiance légitime,
c'est l'équivalent de la sécurité juridique. Et en France, avec le Conseil d'État qui a rendu un rapport très important en 2006, qui a évoqué ce principe en le détaillant. D'ailleurs, il y a des critères sur lesquels on va défiler pour pouvoir comprendre en quoi consiste ce principe. Alors au Maroc, le terme, lorsqu'on cherche dans nos textes de loi, le terme sécurité juridique tel qu'il est conçu n'existe pas. Donc on peut trouver quelques articles qui parlent de la sécurité en général dans notre Constitution. On parle l'article 21 de la Constitution marocaine qui parle de la protection de la personne et la protection des biens. Donc c'est un peu ça, mais ce n'est pas la sécurité juridique. Il y a aussi l'article 117 de la Constitution qui met à la charge du juge une obligation de protéger les justiciables et puis leur garantir la sécurité judiciaire. Et on ne parle pas de sécurité juridique, on parle d'un autre terme qui est sécurité judiciaire sans pour autant le définir. On sait que la Constitution ne définit pas, mais il n'y a pas eu jusqu'à maintenant une définition claire de ce que c'est sécurité judiciaire. Alors, dans les arrêts de la Cour constitutionnelle marocaine, on ne trouve pas de terme de sécurité juridique, mais on peut trouver quelques indications. On trouve le principe de l'harmonie législative, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle, elle a une obligation de garantir l'harmonie entre les différents textes de loi pour qu'il n'y ait pas une certaine opposition entre les textes. Sinon, dans d'autres arrêts de la Cour constitutionnelle, on peut parler de la stabilité, mais d'une manière très timide. Donc, pour le moment, il n'y a pas. Alors, la première fois où un texte de loi qui parle de sécurité juridique, c'est la nouvelle charte d'investissement. Dans l'article 2, il met à la charge de l'État un engagement clair de garantir la sécurité juridique. Maintenant, on se pose, est-ce que c'est un droit fondamental? Parce qu'il a été énuméré à côté d'autres droits, tels que la liberté d'entreprendre, qui est un droit constitutionnel, mais la Constitution n'en parle pas. Je pense que le législateur s'est rattrapé, puisqu'il offre une garantie de l'État à tous les investisseurs, national ou international, pour que l'État va lui garantir la sécurité juridique. Maintenant, qu'est-ce que c'est que cette sécurité juridique? Alors, je vais la définir d'une manière très simple, très claire. Il se rapporte aux normes, c'est une qualité légistique. Pour qu'on puisse appliquer une loi, il faut que cette norme juridique, ce texte de loi, répond à certains critères. Parmi ces critères, la clarté et l'accessibilité qui est matérielle et intellectuelle. Lorsqu'on parle d'accessibilité matérielle, c'est-à-dire je peux trouver la norme juridique si je la cherche sur Internet. Malheureusement, on ne trouve pas dans plusieurs dossiers avec nos voisins et frères africains. J'ai eu à plusieurs reprises des problèmes pour accès à un texte de loi. Donc, l'effort qui a été maintenant déployé au niveau national, c'est un effort très important, du moment où on peut accéder avec les langues, arabe, français et parfois anglais et espagnol, à un texte de loi, c'est déjà ça. Donc l'accessibilité, la clarté et la prévisibilité, parce qu'un investisseur qui vient pour investir, il a besoin que sa situation juridique soit stable. Il n'y a pas beaucoup de changements dans la situation juridique. Vous allez me dire la loi de finances qui change chaque année. Bon, la loi de finances fait Alors c'est un point positif et négatif en même temps. Positif dans la mesure où le législateur se rattrape pour améliorer la qualité de la loi, et négatif parce que des normes, on peut trouver des normes cette année et le contraire l'année prochaine. Donc voilà quelques éléments. Alors, comment peut-on, excusez-moi, je vais déjà poser la question, comment peut-on arriver à ce résultat de sécurité juridique? Parce qu'il y a deux termes qui ont été évoqués ici, sécurité juridique et contractuelle.
Alors, comment peut-on arriver à cette sécurité juridique? Il y a des mécanismes. Donc, déjà au niveau national, on trouve la loi organique. Le fait d'avoir une loi organique, ça définit la manière dont on va légiférer. Donc, c'est un engagement, que ce soit en matière de délai, que ce soit en matière de qualité, c'est déjà bien. Alors, dans d'autres pays, nous n'avons pas ça. On fait ce qu'on appelle l'étude d'impact, qui est obligatoire au niveau de la loi. Pourquoi nous avons choisi d'adopter cette norme au lieu que l'autre norme? Et quels seraient les objectifs attendus par rapport à cette législation, pour qu'on puisse évaluer par la suite, après 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et dire est-ce que les objectifs escomptés de cette législation, est-ce qu'ils ont été atteints ou pas? Donc, avec une méthodologie SMART, donc mesurable, avec l'impact bien défini. Il y a aussi l'évaluation préalable. Donc, on peut faire une évaluation préalable de ce texte en se référant au droit comparé, à ce que parfois des jurisprudences qui ont déjà précédé la loi, quel impact au niveau de la pratique. Donc, plusieurs mécanismes qu'on peut adopter, mais c'est déjà, si on veut voir quelles sont les traces de cette sécurité juridique dans notre loi, on peut trouver énormément de choses. Lorsqu'on parle de la sécurité des investissements, la garantie légale, la garantie des conventions, maintenant le fameux pour les nantissements, donc le terme m'a échappé, les sûretés immobilières, la garantie hypothécaire au niveau des conservations foncières, qui est nous sommes l'un des pays les plus rigides en matière de garantie hypothécaire. Et donc, la garantie, elle est inscrite, il ne peut pas être radé qu'avec une main levée, avec un registre publié, où tout le monde peut y accéder maintenant à distance. La prescription, c'est un signe de sécurité juridique. Les délais de paiement sont des signes de sécurité juridique. Donc, plusieurs, je ne vais pas m'arrêter sur tous les exemples, mais je donne quelques flashs. Peut-être qu'on pourrait voir ça dans les discussions. Maintenant, on parle aussi de sécurité contractuelle. Bon, le terme n'est pas bien défini, mais qu'est-ce que c'est que sécurité contractuelle? Alors, c'est tout simplement les parties. Alors, on sait que le contrat, c'est l'élément, l'instrument qui porte l'investissement. Et lorsqu'il y a un contrat entre l'État et un investisseur ou entre deux parties de droit privé, ils ont un objectif déterminé. Donc, ils doivent réaliser un objectif à travers ce contrat. Alors, le contrat, pour pouvoir permettre aux parties d'arriver à cet objectif, il y a des mécanismes. Parmi ces mécanismes, c'est la force obligatoire du contrat. Donc, le contrat, c'est la loi. C'est aussi l'autonomie de la volonté, mais dans les limites des règles d'ordre public qui sont arrêtées par le législateur. Le principe de la bonne foi, ce sont des principes sur lesquels on peut trouver. Alors, maintenant, nous sommes des juristes, et comment peut-on mettre en œuvre ou donner vie à cette norme de sécurité juridique et la norme de sécurité contractuelle? Ça, c'est à travers le devoir du conseil, qui est normalement une obligation pour les juristes, pour créer ce qu'on appelle soit une relation d'interactivité, c'est-à-dire le contrat, il complète la loi, ou de complémentarité, ou bien d'interactivité, c'est-à-dire je crée la règle de droit et je me base sur des montages juridiques qui sont conformes à la loi et qui répondent à mes besoins. Je m'arrête sur un dernier point, qui est une technique maintenant qui est très évolutive, c'est la technique de matrice de risque. Maintenant, on ne fait pas le contrat comme ça, on définit les objectifs, mais on définit à côté une matrice de risque juridique, judiciaire, etc. Et le bon juriste, c'est celui qui essaie de prévoir ces risques et d'essayer de trouver des solutions médianes, que ce soit au niveau législatif ou au niveau judiciaire. Je m'arrête là pour ne pas monopoliser. Merci beaucoup, Maître Zouzi. Juste pour compléter en fait, votre intervention, quand on parle en fait, de sécurité juridique des contrats,
et sa place en fait dans le paysage marocain, on ne passe pas sans oublier que la liberté d'entreprendre est inscrite en liberté fondamentale depuis au moins la Constitution de 2011. Et la notion en fait de propriété elle-même, c'est depuis la première Constitution du Maroc, juste pour compléter cet aspect, cette notion de ce concept plutôt de sécurité juridique. Maintenant, si vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'impact de ce concept sur le climat des affaires, spécialement en fait avec ce qu'on voit aujourd'hui, les dernières réformes parlant de 2014 et la dernière charte d'investissement de 2022. Comment se situe en fait, c'est quoi l'impact de ce concept-là sur le climat d'affaires en général, partons de ces deux. Alors, merci. Juste pour vous dire, voilà, on n'adopte pas le principe de sécurité juridique pour la surenchère. On l'adopte pour un objectif bien déterminé. Donc, et c'est dans cet esprit que le Maroc s'est inscrit. Et je reviens un peu en arrière en 2023, mars 2023, où le gouvernement marocain il a mis une feuille de route pour l'amélioration de l'environnement des affaires au Maroc, avec plusieurs mesures, initiatives législatives ou autres. Alors, maintenant, en termes de chiffres, 74% des initiatives qui ont été lancées par le gouvernement marocain ont été réalisées ou en cours de réalisation. Alors, les exemples sont multiples. On parle de la charte d'investissement qui est déjà là, la loi sur les délais de paiement, les sûretés mobilières, loi organique, loi de finances. Et puis, il y a un élément très important, surtout dans cette feuille de route de gouvernement. Alors, cette feuille de route, pour petit rappel, elle est basée sur 3 piliers ou 4 piliers. Alors, le premier pilier, c'est l'amélioration des conditions structurelles de l'acte d'investir et d'entreprendre. Donc, sur ce volet, il y a le volet relatif aux droits des affaires. Donc, on doit améliorer nos droits des affaires pour qu'ils soient plus attractifs. Nous sommes dans un environnement de compétitivité, et donc l'État qui offre une loi accessible, facile, compréhensible et qui garantit la stabilité, c'est la loi qui va attraire beaucoup plus d'investissements. On parle aussi de la digitalisation, c'est un élément très, très important et qui a été, d'une marque transverse, qui a été adopté aussi bien par l'État que par les partenaires de l'État tels que les ordres professionnels. Je parle de l'ordre professionnel que je présente aujourd'hui, le notariat, qui a déjà, depuis 2010, elle a inscrit le projet, ce qu'on appelle Tawtiq, le projet Tawtiq, dans les projets du gouvernement. Et qui a permis au Maroc, à l'époque où on répondait à Doing Business, d'accéder plusieurs et d'avoir un rang très, 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 très important. Maintenant, avec ce qu'on a aujourd'hui avec le Business Ready, le Maroc, il a eu 62, je pense, si le chiffre me revient. Alors, voilà, 62,41 points, il a eu. Et la première performance, il a atteint 76,70, c'est-à-dire 14,3 points de différence entre la meilleure performance et le point, voilà. Alors, pour répondre aux organisateurs, donc c'est juste plusieurs textes qui ont été adoptés. On peut en revenir dans la discussion, et notamment en matière de moralisation de la vie des affaires, surtout avec la loi anti-blanchiment qui a permis au Maroc de sortir de la zone grise, et puis la protection des témoins en matière de corruption. Merci beaucoup, Maître Azzouzi. On passe au second thème, en fait, avec Madame Hedjoui, qui va nous parler plutôt du droit de la concurrence. Madame Hedjoui,
quels sont les objectifs du droit de la concurrence quand on parle en fait de cette thématique-là? Mes lunettes, mais c'est pas grave. Alors bonjour. Alors aujourd'hui, donc en fait, Ahmed, par rapport à ta question concernant les objectifs du droit de la concurrence et la place réservée à la protection des investisseurs. Donc comme vous le savez, aujourd'hui, le Maroc a entrepris plusieurs réformes pour garantir et renforcer l'attractivité donc, des investisseurs. Alors parmi ces réformes, il y a le droit de la concurrence. Le droit de la concurrence qui a connu depuis sa promulgation le 5 juin 2002 réformes. Donc la première réforme, à titre de rappel, est intervenue donc, en août 2014 et qui avait opéré un revirement, juridique vraiment complet avec le régime antérieur, aussi bien sur le plan institutionnel que sur le plan substantiel, suite donc à la constitutionnalisation du principe du libre concurrence et la liberté d'entreprendre, et aussi à la constitutionnalisation du statut du Conseil de la concurrence, en 2011 bien sûr. Alors la deuxième réforme qui est aussi importante, c'est celle qui est intervenue en novembre 2022, et qui est intervenue dans un contexte bien particulier. Et en fait, l'objectif donc, était de permettre au Conseil de la concurrence de contribuer à l'état de droit, à réaffirmation de l'état de droit en matière économique, la bonne gouvernance et la protection du consommateur. Donc, cette précision étant faite, pour qu'on puisse comprendre la place réservée à la protection des investisseurs, encore faut-il rappeler rapidement, bien sûr, les objectifs du droit de la concurrence. Alors, aujourd'hui, donc, le droit de la concurrence, il a, comme vous le savez, il a deux objectifs. Il a comme objectif, donc, c'est la protection, donc, déjà, du bien-être du consommateur et de garantir à tous les opérateurs économiques l'accès au marché et qu'il y ait une égalité de traitement de tous les opérateurs économiques. Alors, donc, finalement, le droit de la concurrence, il protège deux catégories d'acteurs. Premièrement, le consommateur. Deuxième catégorie, les investisseurs. Donc, le consommateur, il contribue au bien-être du consommateur par la baisse des prix innovants, des prix et services de qualité et la disponibilité du produit. Mais maintenant, dans quelle mesure le droit de la concurrence protège les investisseurs, quelle que soit leur nationalité? Alors, ce que je peux vous dire déjà, c'est qu'aujourd'hui, on a un droit de la concurrence actuel, avec tous les qui a connu une grande réforme, avec tous les documents d'accompagnement qui ont été publiés récemment, permettent aujourd'hui aux investisseurs d'investir dans les meilleures conditions et dans un environnement pro-concurrentiel. Donc ça, c'est la deuxième question. Mais comment il le fait? Comment les investisseurs vont pouvoir investir dans un environnement pro-concurrentiel? Il y a 3 points importants. Le droit de la concurrence, il prévoit des interdictions, il interdit les ententes, il interdit l'abus de position dominante. Deuxièmement, il instaure le contrôle préventif des opérations de concentration. Lorsque les opérations de concentration, les conditions sont réunies, elles doivent être notifiées. Mais le but, c'est de prévenir la création ou le renforcement d'une position dominante. L'objectif n'est pas d'interdire. Voilà une sécurité juridique pour l'investisseur. Deuxième sécurité juridique. Aujourd'hui, on a un droit de la concurrence. Toutes les dispositions relatives aux pratiques anticoncurrentielles, le dispositif relatif au contrôle des opérations de concentration. Aujourd'hui, le Conseil dispose d'un outil qui lui permet de rétablir l'ordre public concurrentiel. Voilà une garantie de la sécurité juridique pour les investisseurs. Il a à sa disposition des moyens d'intervention coercitive, comme la sanction, les mesures conservatoires, les injonctions, mais également, aujourd'hui, on est aussi dans ce qu'on appelle les procédures négociées ou encore les solutions alternatives ou accessoires à la sanction. Donc, deuxième chose importante, dans quelle mesure peut-on parler aussi de sécurité juridique? Aujourd'hui, on a un droit de la concurrence qui définit les droits et les obligations de l'investisseur. Donc, un investisseur aujourd'hui, il connaît ses droits et il connaît ses obligations. Parfait. C'est juste pour faire le parallèle avec la loi cadre sur la charte d'investissement. Et dans quelle mesure elle converge avec la législation de la concurrence? Alors,
Alors là aussi, Ahmed, en fait, il y a vraiment une convergence entre la charte d'investissement qui date du 9 décembre 2022 et la loi sur la concurrence qui date du 25 novembre 2022. Donc effectivement, il y a une convergence. C'est au niveau de l'article 2, comme vous avez cité. Aujourd'hui, un article 2 qui est très intéressant au niveau de la charte d'investissement, qui précise que la promotion de l'État en matière de développement et de promotion de l'investissement repose sur 5 principes. Alors lesquels? Il y a la liberté d'entreprendre, la libre concurrence et la transparence, la bonne gouvernance, la sécurité juridique et l'égalité des traitements des investisseurs, quelle que soit leur nationalité. Et donc finalement, ces 5 principes qui sont prévus par la charte, c'est les 5 piliers de la politique de concurrence qui est mise en œuvre par le Conseil de la concurrence. Donc au final, il y a une convergence. Mais ce qui est intéressant, c'est que puisqu'il y a une convergence entre charte d'investissement et les 5 principes de la politique de mise en œuvre du droit de la concurrence, eh bien, les objectifs qui sont cités au niveau de l'article 1er de la charte d'investissement vont être c'est-à-dire que les investisseurs pourront atteindre leurs objectifs. Parce que l'article 1er, il est intéressant. Il précise que les objectifs fondamentaux de l'action de l'État en matière d'investissement, il y a le renforcement de l'attractivité du royaume en vue de la région continentale pour les investisseurs, pour les investissements étrangers. Deuxièmement, l'amélioration du climat des affaires. Et troisièmement, l'accroissement de la part de l'investissement privé, que ce soit national ou international. Donc il y a une convergence. Voilà, donc la réponse est oui. Dans le même sens, par rapport à cette autorité de conseil, quelles sont concrètement les actions prises par le Conseil de la concurrence pour promouvoir ou assurer, améliorer la sécurité juridique des investisseurs? Alors, par rapport à cette question, ça sera plutôt depuis 2021, on va dire les 4 dernières années. Alors tout d'abord, franchement, les efforts qui ont été déployés par le Conseil de la concurrence depuis 2021 sont très considérables. Ce qui existe déjà est très, très précieux aujourd'hui. Alors, quelles sont les actions? En fait, je mettrai l'accent sur principales 4 actions. La première, elle concerne l'information, l'accompagnement, la sensibilisation aux risques potentiels d'atteinte à la concurrence. Alors, à ce niveau-là, cette action du Conseil elle est très importante parce que le Conseil de la concurrence a eu recours à plusieurs procédés qui permettent de faire connaître aux investisseurs sa politique de mise en œuvre de la politique de la concurrence. Comment? Par la publication des décisions, par la publication des avis, par la publication des communiqués de presse, par la publication aussi des études sectorielles, par la publication aussi des actes de colloque. Donc, il y a même des messages que le Conseil fait passer. Il y a le colloque qui a eu lieu à Marrakech sur la neutralité concurrentielle. Bref. Mais franchement, l'action la plus importante et qui a été sous les feux de l'actualité en 2020, c'est la publication des programmes de conformité au droit de la concurrence. Et donc, c'est des programmes de conformité qui permettent aujourd'hui aux investisseurs de maîtriser leurs risques concurrentiels et de prendre en main leur destin concurrentiel. Ça, c'est la première action qui mérite quand même d'être citée. Alors, la deuxième action, elle concerne le traitement des délais d'opération de concentration. Alors, franchement, bien avant la publication des lignes directrices relatives aux opérations de concentration en décembre 2023, le Conseil de la concurrence a toujours mis l'accent sur la rapidité au niveau du traitement des délais des opérations de concentration, parce que le facteur temps est un facteur important pour l'investisseur. Et voilà, donc il a modernisé ce contrôle. Il y a une rapidité. D'ailleurs, il y a des statistiques du rapport annuel de 2023 qui attestent qu'on a été un peu dans la rapidité. Troisième action qui est importante, alors ça c'est hyper important aussi, c'est la coopération
entre le Conseil de la concurrence et les autorités de régulation sectorielle. Aujourd'hui, moi, en tant qu'investisseur, je n'ai pas besoin d'être soumise à deux décisions contradictoires, l'une du Conseil et de l'autorité de régulation sectorielle. Et c'est pour ça que le Conseil de la concurrence a été dans l'anticipation. Il a prévu des accords de coopération avec les autorités de régulation sectorielle, comme Bank al-Maghrib, comme l'autorité de marché de capitaux, comme la CAPES, etc., etc. Donc, pas de chevauchement de compétences, pas de télescopage, hop, une sécurité juridique en plus pour l'investisseur. Alors, quatrième action qui mérite aussi d'être citée, et je crois que c'est là aussi la plus importante, c'est la formation du juge en droit de la concurrence. Alors, comme vous le savez aujourd'hui, le juge est appelé à avoir des responsabilités en matière de mise en œuvre du droit de la concurrence. C'est vrai qu'il y a plus une régulation juridictionnelle, mais comment il peut être saisi en recours? Donc, je ne suis pas l'investisseur qui n'est pas satisfait de la décision du Conseil pour exercer un recours, ou là, une saisine, pardon, oui, c'est un organe de saisine directe. Alors, à ce niveau-là, il y a eu l'élargissement au niveau de la loi de la compétence de la Cour d'appel de Rabat et de la Cour de cassation. Et donc, aujourd'hui, le Conseil de la concurrence a été dans l'anticipation et il s'est dit, allez, hop, on a besoin que l'investisseur puisse avoir accès à une justice économique efficace. Alors, donc, quelle action? L'action est simple. Donc, il y a, par exemple, on citait l'accord, il y a eu un accord avec le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire qui a été conclu donc en 2021 avec le Conseil. Et aujourd'hui, les résultats sont positifs. Aujourd'hui, on a des juges qui ont reçu une formation en droit de la concurrence en 2022 et 2023. Ils ont même aussi, aujourd'hui, le juge marocain, il a accès, à l'instar des rapporteurs, à toute la jurisprudence européenne en matière de concurrence et les décisions des autorités de la concurrence devenues définitives. Et ils ont même eu l'occasion d'échanger avec leurs homologues européens, CNUSED, Banque mondiale, etc., sur tout ce qui concerne les recours, les perquisitions. Voilà, donc tout ce qui concerne la procédure. Enfin voilà, émettre ce que je pouvais rappeler par rapport aux actions du Conseil. Merci beaucoup, Sana. Ma dernière question est par rapport à la dernière réforme et les mesures qui sont prises clairement en faveur de l'investisseur. Si vous pouvez nous en dire un peu plus sur les dernières actions préconisées par... Alors, concernant les mesures qui ont été préconisées par le Conseil de la concurrence, enfin par la réforme du droit de la concurrence qui date de 2022, en fait, il y a deux points. Il y a la réforme et les documents d'accompagnement. Alors, dans quelle mesure cette réforme et les documents d'accompagnement ont permis de garantir la sécurité juridique des investisseurs? Bien sûr, sécurité juridique en deux mots, donc vous l'avez déjà dit tout à l'heure, donc c'est prévisibilité et transparence, qualité de la norme. En fait, il y a beaucoup de choses à dire, en fait, mais on n'a pas le temps. Mais bon, je vais mettre l'accent sur 3 points. Il y a la publication des lignes directrices. Deuxième point concerne la protection du secret d'affaires. Et le troisième point, il concerne la sanction pécuniaire. Alors, concernant les lignes directrices, à ce niveau-là, en fait, il y a une nouveauté, Ahmed, au niveau de la loi 41-21 qui prévoit que le Conseil de la concurrence est habilité à édicter des lignes directrices. Alors, jusqu'à date aujourd'hui, il y a 2 lignes directrices qui ont été publiées. Il y a les lignes directrices relatives au contrôle des opérations de concentration qui ont été publiées en décembre 2023 et qui ont été sous les feux de l'actualité. Il y avait un très, très, très grand débat et même... Donc, tout le monde a été associé pour donner son avis sur cette question. Les deuxièmes lignes directrices, elles concernent la procédure de transaction et qui ont été publiées le 12 septembre, récemment, il y a 4 mois, donc c'était 2024. Alors, vous allez me dire, mais pour les lignes directrices, qu'est-ce qu'elle apporte en termes de sécurité juridique aux investisseurs? Alors, si on prend déjà les lignes directrices relatives aux opérations de concentration, en quoi elles garantissent une sécurité juridique? Moi, investisseur, si je veux me concentrer, je veux réaliser une opération de concentration au Maroc, j'ai une visibilité. J'ai une idée sur le champ d'application, sur les seuils, sur les critères d'analyse, sur la question des engagements, bref. Donc, j'ai une idée comment le Conseil envisage le contrôle des opérations de concentration. Donc, il y a une transparence. Deuxième point,
dans quelle mesure elle apporte une sécurité juridique? Vous savez, quand vous voulez réaliser une opération de concentration, le Conseil de la concurrence est très intransigeant en matière de contrôle, parce qu'il faut rétablir l'ordre public concurrentiel. Mais d'un autre côté, on est dans la souplesse. Il y a une certaine souplesse. Je vous donne un exemple. Si, par exemple, il y a une opération de concentration qui ne pose pas de problème de concurrence parce qu'il y a absence de chevauchement horizontal, vertical, congloméral, vous pouvez demander au Conseil à ce que votre dossier soit traité dans le cadre de la procédure simplifiée. Mais d'un autre côté, ce n'est pas toujours acquis. Il faut que certaines conditions soient réunies. Un autre exemple. Vous voulez que votre dossier, le facteur temps, vous voulez que votre dossier soit émis dans un délai rapide, inférieur au délai légal, qui est de 30 jours, de 60 jours. Vous avez le droit de demander la procédure accélérée. Mais bien sûr, il faut payer une redevance. Là aussi, il faut que certaines conditions soient réunies. Vous avez le droit de demander certaines dérogations, par exemple la suspension de l'opération de concentration, parce que voilà, vous ne pouvez pas attendre la décision du Conseil, etc., etc. Troisième chose, c'est qu'il y a une prévisibilité. Les lignes directrices assurent une prévisibilité parce que vos droits et vos obligations sont définis. Tout ce qui concerne le secret d'affaires, l'accès aux dossiers, etc., tout est garanti. Maintenant, les lignes directrices relatives à la procédure de transaction. Bon, la procédure de transaction, dans l'ancienne loi, on parlait de procédure de non-contestation des griefs. Hop, donc, pratique anticoncurrentielle. Je ne vais pas contester les griefs. Vous demandez au Conseil à ce que de bénéficier d'une transaction. Alors aujourd'hui, il y a une sécurité juridique, bien sûr, parce que vous avez une idée comment le Conseil envisage de mettre en place la procédure de transaction. Donc vous avez une idée sur le champ d'application, sur vos avantages, sur vos intérêts, sur vos droits, sur vos obligations. Bref, au niveau de ces lignes directrices, tout est garanti. Mais la plus importante, parce que dans la procédure de transaction, quel est mon avantage? C'est que je puisse bénéficier de une réduction de sanctions. Et là aussi, il y a une prévisibilité. Pourquoi? Parce que la question du calcul de la sanction pécuniaire, la fourchette et les méthodes de calcul ont été précisées. La deuxième question, donc, il y a deux points qui restent. Le renforcement du secret d'affaires. Donc la loi a renforcé le secret d'affaires. On peut en parler tout à l'heure si vous voulez. Donc, et puis, il y a une meilleure prévisibilité de la sanction pécuniaire, parce qu'aujourd'hui, au niveau de la loi, on définit la méthode de calcul, on définit les circonstances atténuantes, on définit les circonstances aggravantes, et qu'en est-il de la sanction en cas de récidive. Donc voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à la réforme et aux lignes directrices. Merci beaucoup, Sana. Ça nous ramène au dernier thème en fait de ce panel en fait avec Maître Fessiferi. C'est par rapport à une question est plutôt par rapport à cette offre Maroc sur l'hydrogène vert. Comment en fait cette offre se situe aujourd'hui dans le cadre de la charte d'investissement récemment adoptée de 2022? Pour certaines spécificités, effectivement, c'est mieux. Certaines spécificités qui sont spécifiques au secteur de l'hydrogène, avec un cadre institutionnel qui lui est spécifique, avec un parcours fléché qui est offert aux investisseurs, histoire de leur donner un petit peu plus de visibilité, avec bien sûr la Mazen qui est au centre et qui joue le rôle de coordinateur, qui va recevoir les demandes de dossiers, et qui va mettre en relation l'investisseur avec un certain nombre d'administrations qui sont assez nombreuses, qui interviennent. Alors, au niveau des départements ministériels, on va avoir tout ce qui est équipement, eau, investissement, commerce, industrie, export, etc. Donc, on avait besoin de mettre un cadre institutionnel qui puisse centraliser un petit peu tous ces acteurs, qui puissent les coordonner. Donc, on a notamment un comité d'investissement et un comité de pilotage, un COPIL, qui va permettre de centraliser un petit peu toutes ces demandes et d'orienter l'offre hydrogène Maroc. Je vais juste commencer peut-être pour donner un élément de contexte sur l'offre hydrogène.
On parle bien d'hydrogène vert au sens le plus strict du terme, donc Air Liquide est connaisseur du sujet. Donc on parle d'hydrogène vert au sens le plus strict, c'est-à-dire un hydrogène produit à partir de l'électrolyse et avec de l'électricité produite de sources renouvelables. Donc on exclut un petit peu tout ce qui est hydrogène brun, gris, y compris le bleu. Donc c'est-à-dire les processus de production qui impliquent une émission de CO2 associée à des unités de capture du carbone. Donc il y a une véritable volonté du Maroc en l'espèce d'assurer une production verte, notamment au vu du débouché qui est bien connu. L'Union européenne a prévu d'ici 2030 d'importer plus de 10 millions de tonnes d'hydrogène. Donc le Maroc est bien placé, ne serait-ce que par sa proximité géographique. Et donc on adopte une définition la plus stricte possible de l'hydrogène vert sur le sujet. Très bien. En fait, ça me ramènera à ma deuxième question. Vous avez parlé d'autres mécanismes de droit commun en faveur de l'investissement. Quelle est la spécificité de cette offre Maroc en comparaison avec d'autres mécanismes du droit commun en faveur de l'investissement, soit du cadre institutionnel, les vrais mécanismes en fait, de cette offre? En fait, encore une fois, l'offre n'est pas autoporteuse. Les spécificités sont sur le cadre institutionnel, le parcours fléché, la procédure qui est offerte à l'investisseur pour pouvoir faire avancer son dossier. Pour le reste, on est sur les mécanismes de droit commun, de la charte des investissements. On est effectivement aussi pour la filière à aval sur les EDAI, le mécanisme des zones d'accélération industrielle, notamment pour la filière destinée à l'export. Donc pour tout le reste, on est vraiment sur un mécanisme de droit commun. La seule chose qui change, encore une fois, c'est le mécanisme, le parcours fléché qui est offert à l'investisseur pour lui permettre d'avoir une vision un petit peu de son avancée, de prendre sa décision finale d'investissement, et effectivement aussi un mécanisme de réservation du foncier. On est presque sur une déclaration d'1% du territoire marocain qui va être réservé à l'hydrogène vert, avec des instructions qui sont données très claires par la déconcentration du ministère de l'Intérieur, de mettre en place, de rendre disponible ce foncier public pour accueillir ces projets qui sont assez consommateurs en termes de foncier. Parfait. Je reviens en fait à ma dernière question sur la partie hydrogène vert. On a suivi l'actualité, on a vu en fait la dernière annonce sur la partie régulation. Le mot hydrogène apparaît pour la première fois sur un texte de loi en fait dans une optique de régulation davantage, d'encadrement. Quels sont selon vous les défis juridiques futurs par rapport à cette offre Maroc? Tout d'abord, déjà, la réglementation même du secteur et de sa production, de son transport, contrairement à d'autres pays. Moi, je prends le cas d'un pays voisin, la Mauritanie, qui en octobre dernier a publié son code de l'hydrogène vert. Il manque effectivement un cadre réglementaire qui puisse donner une certaine certitude, une certaine sécurité juridique aux investisseurs au niveau de la protection. Après, on pourrait aussi s'intéresser à tout ce qui est contenu local. On voit bien quand à la lecture de l'offre Maroc qu'il y a une attention qui est portée à développer une filière qui puisse bénéficier aux populations locales et retenir au Maroc en fait la valeur ajoutée produite par le secteur. Donc on pourrait penser à un certain nombre de dispositions qui pourraient, sur le modèle de ce qui existe dans le droit minier ou en droit pétrolier, un petit peu en général, qui nous vient d'ailleurs d'Angleterre sur le secteur, des obligations avec l'obligation de former du personnel local, éventuellement, c'est un petit peu plus sensible ça, d'ouvrir son capital à des investisseurs locaux, d'avoir un plan de passation des marchés clair et précis, avoir un plan d'approvisionnement et avoir un certain nombre de recours aux fournisseurs locaux pour permettre justement la constitution d'un secteur de l'hydrogène intégré au Maroc. D'ailleurs, c'est l'une des orientations qui est donnée par la circulaire du 11 mars 2024. C'est bien d'avoir un projet intégré sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de l'amont à l'aval. D'ailleurs, les projets qui ne portent que sur un maillon de cette chaîne de valeur ne sont pas éligibles justement à cette charte, à cette offre Maroc. On veut vraiment développer sur de la commercialisation, de la production, donc de l'ENR jusqu'à l'exportation. Caroline, est-ce qu'on a des questions peut-être pour Bon, est-ce qu'il y a des questions? On va commencer avec les questions. Si vous voulez lever la main, c'est des questions. On va mettre nos panélistes. Sinon, j'ai deux questions.
s'adresse plutôt aux conseils de la concurrence. Est-ce qu'il y a des orientations retenues? Parce qu'on a vu avec grand intérêt que le Conseil de la concurrence orientait ses pratiques. On comprend tout à fait à travers des enquêtes maintenant, ce qui est relativement nouveau. Donc est-ce qu'il y a des secteurs cibles en fait, sur lesquels on doit se préparer? Est-ce que vous avez des indications que vous pouvez nous donner? Ou un devoir de réserve? Pas de commentaire, vu mon statut. Ok, mais donc on est d'accord que c'est quand même une nouveauté pour nous, auquel il faut qu'on prépare le marché par rapport à ces enquêtes, parce que c'est relativement récent en fait. Pour revenir sur la particularité de ces questions relatives à, si on peut rester sur des questions d'ordre général juridique pour ne pas empiéter sur les fonctions de Madame Hejoui. Merci beaucoup. Bonjour, ma question est pour Madame. Pour les décisions de sanctions qui sont prises par le Conseil de la concurrence, est-ce qu'il y a une obligation légale de les publier? Et est-ce que cette obligation existe également pour les transactions? Pour plus de transparence. Monsieur, rappelez-moi votre prénom. Tarek. Alors, Tarek, pour répondre à ta question, on est dans la prévisibilité, dans la transparence. Par rapport à la transaction, je t'invite à consulter le site du Conseil de la concurrence. Il y a des communiqués. Je vous invite à les lire. Je ne vais pas rentrer dans le détail et vous allez avoir toutes les réponses par rapport à cette question. Parfois, il y a des extraits, effectivement, mais en fait, il y a des communiqués qui informent le public, mais tout en respectant la sécurité juridique. Donc, les communiqués sont publiés sur le site du Conseil. Oui, donc il peut. Parfois, on dit le Conseil peut. Entre les législations nationales ne produisent-elles pas une incertitude au contrat et donc sur la sécurité contractuelle? Oui, tout à fait, c'est un défi, surtout si le contrat est amené à circuler d'une manière transfrontalière. Donc le défi est là, et c'est la raison pour laquelle des instruments de coopération internationale ont été mis en place justement pour assurer une certaine cohésion. Et je prends l'exemple de l'Afrique, notre Afrique, où le droit OHADA, il permet une certaine harmonie et une garantie même la circulation de l'acte dans l'espace OHADA. Mon souhait, moi, je n'ai pas de réserve, mais en tant que juriste, mon souhait, c'est que le Maroc puisse accéder à cette institution qui est très intéressante et dont au niveau pratique, c'est très promettant. Donc ça de un, il y a l'UNESTRAL, il y a les contrats modèles, etc. Donc le rôle, alors en matière de sécurité juridique, je reviens, alors au Maroc, nous avons un texte de loi qui date de 1913. Ça les points à améliorer. Le droit international privé, qui est très timide, on parle de 18 articles. Ça ne peut pas résumer tous nos problèmes au niveau international. Donc, ça, c'est la première difficulté. Deuxième difficulté, lorsqu'il n'y a pas d'instrument de coopération internationale, le problème de terminologie. Un terme en droit des affaires au Maroc ne veut pas dire la même chose dans un autre pays. Le problème aussi que nous avons trouvé au niveau pratique, le problème de l'interprétation, la traduction et la recevabilité de cet instrument, de cet acte dans un autre pays. Comment elle va être lue et de quelle manière elle va être lue. Bon, autant de difficultés. Alors, la solution, c'est la coopération internationale. Il y a beaucoup d'instruments auxquels le Maroc a fait partie, y compris l'UNESTRAL, etc. Donc, c'est ça qui pourrait nous permettre d'éradiquer ce genre de problème. Je termine sur une note positive. Bon, c'est mon souhait. Maintenant, le Maroc s'est ouvert sur le Sahel. Et en principe, c'est les contrats qui vont être signés
vont transmettre par tous ces pays. Et donc, c'est la raison pour laquelle on est amené à harmoniser nos lois avec tous ces pays. Voilà. Une autre question, Caroline? Il y a une autre question pour Dr Sanae. Je pense que vous l'avez déjà peut-être répondu, mais bon, peut-être vous pouvez élaborer brièvement parce que ça peut être très long la réponse. Quel est le risque que le Conseil de la concurrence rende une décision arbitraire et quels sont les recours? Alors, si jamais donc, un opérateur n'est pas satisfait de la décision du Conseil de la concurrence, donc il peut exercer un recours. Donc, s'il s'agit de pratiques anticoncurrentielles devant la Cour d'appel de Rabat, si concernant les opérations de concentration, s'il n'est pas satisfait d'une décision, que ce soit sur le fond ou la forme, l'égalité interne ou l'égalité externe, c'est la Chambre administrative de la Cour de cassation. Donc voilà, par rapport au recours. Une question par rapport à la sécurité juridique contractuelle. Vous savez que les lois au Maroc sont publiées dans les deux langues, en français et en arabe, mais c'est la version arabe qui prend le dessus, qui fait foi, parce que c'est la langue officielle qui est consacrée par la Constitution. Donc parfois, on peut trouver des divergences au niveau des traductions. Est-ce que pour vous, ce ne constitue pas une entrave à la sécurité juridique, puisque chaque fois qu'il y a un conflit qui est porté devant les tribunaux, c'est la version arabe qui va être utilisée par les juges. Ça, c'est d'une part. D'autre part, on peut parfois trouver des lois pour lesquelles il y a uniquement la version arabe. Donc pour les investisseurs étrangers, comment ils vont faire pour pouvoir avoir une idée sur l'environnement juridique au Maroc? C'est-à-dire qu'on peut voir les choses de deux manières. Soit on va la voir du côté rempli du verre ou du côté vide du verre. Alors pour moi, soit si je prends l'exemple de plusieurs pays que je connais. Donc je prends les pays, par exemple, l'Égypte, etc., où on a le texte uniquement en arabe. Donc uniquement le juriste arabe va lire le contrat, et donc le problème d'accessibilité pour les étrangers. Et nous avons le modèle 2, qui est une obligation de traduire dans la mesure du possible un texte en arabe au français. Alors, certes, ça pose des problèmes de traduction parfois, et comme vous l'avez dit, la primauté, c'est pour l'interprétation du texte en arabe. Mais c'est la raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure qu'il y a un fardeau sur les juristes des entreprises, les juristes en général, de porter ce devoir du conseil. C'est ça la valeur ajoutée, c'est de pouvoir lire les deux textes. Et voilà quels sont. C'est un risque. Donc, j'ai parlé tout à l'heure d'une matrice de risque. C'est un risque à éviter et voir comment on peut lire correctement le texte en arabe et avoir une traduction fidèle en français. Votre question m'a rappelé, il n'y a pas que de bonnes choses dans le texte marocain, il y a aussi des choses, et c'est l'occasion pour améliorer. Lorsque, par exemple, je prends les droits réels, le droit réel qui est resté pendant longtemps en arabe, et il y avait un effort considérable qui a été mis pour la traduction en français. Ce qui me dérange dans ce texte, c'est l'article 1er. Lorsqu'il donne référence à d'autres textes. En cas de problème d'interprétation, c'est le DOC, le Diary des obligations et de contrat, le Code civil, qui s'applique. Mais si vous ne trouvez pas la solution dans le DOC, vous allez dans le rite malikite, dans le plus répandu, dans le rite malikite. Alors, qu'est-ce que c'est que le plus répandu dans le rite malikite? Alors, les solutions sont là. Donc, on a déjà fait une mémoire pour proposer, pour pouvoir encadrer. Bon, la richesse du rite malikite, ça nous permet d'avoir un ordre juridique très puissant. C'est pas une faille. Mais il faut encadrer les références textuelles, les références bibliographiques du rite malikite pour pouvoir donner plus de sécurité juridique. Voilà. Vous pouvez toujours faire comme au Canada, on a les lois en anglais, en français, et les deux versions sont également valables. Voilà. Ah, ok. On va prendre encore une question parce que... Ce n'est pas une question, mais juste, je veux rebondir sur les propos du notaire. Moi, je suis traducteur assermenté. Mon travail, c'est la traduction juridique. Je fais arabe-anglais, mais je peux vous expliquer le problème avec la traduction arabe-français.
D'abord, il n'y a pas de ressources terminologiques fiables arabe-français. Ça n'existe pas. Alors, c'est pour ça qu'il y a toujours des dissonances entre les traducteurs et même les juristes. Même au niveau du SGG, j'ai secrétariat général du gouvernement, j'ai rencontré quelqu'un là-bas et j'ai appelé pourquoi pas avoir un corpus bilingue. Un corpus, c'est-à-dire tous les textes qui sont déjà rédigés en arabe, en français. Alors, c'est le texte face à face. On peut facilement trouver, par exemple, un article et sa traduction. Et pourquoi pas un travail de terminologie avec le bureau d'arabisation, d'avoir d'abord un lexique terminologique harmonisé avec tous les acteurs concernés. Alors, je voudrais vous faire une proposition autre que la vôtre. C'est la technique légistique anglo-saxon. Il commence le texte par la terminologie. On entend par ça, ça. Je suis choqué que vous ne faites pas ça. Hein? Je suis choqué que vous ne faites pas ça. Donc, il y a même des textes au Maroc maintenant où on fait la terminologie dès le départ. Mahmoud Ibn Abdeljalil, avocat au barreau de Casablanca. Une petite question pour Maître Azzouzi. Dans le cadre de la sécurité contractuelle, quelles sont les garanties que peut apporter par exemple un notaire dans le cadre de la sécurité contractuelle lors de l'établissement d'un contrat notarié pour les parties contractantes? Voilà. Quel est le rôle que peut apporter le notaire, par exemple, pour garantir la sécurité contractuelle du contrat établi par lui pour les intérêts des contractants? Et une deuxième question pour Maître Fatsi El-Fihri. Pouvez-vous nous donner des exemples concernant l'investissement au Maroc dans le domaine de l'hydrogène vert? Alors, pour répondre au Said Mahmoudi, justement, il y a cette sécurité contractuelle qui est un fardeau, qui est une charge sur les professionnels du droit en général et en l'occurrence le notaire. Alors, il y a des instruments. D'abord, la langue. Alors, la loi 3209 sur le notariat, la première version, où on parlait uniquement de l'arabe. Le contrat doit être établi en arabe. Donc, on s'est dit, voilà, vous voulez l'ouverture, l'investissement, il y a des juristes qui parlent 3 langues. Donc, il ne faut pas ouvrir, laisser ça à la demande, à l'appréciation des parties. C'est ce qui a été fait, l'article 12, alinéa 2, pour donner la possibilité aux parties de choisir une langue autre que l'arabe, mais qu'ils maîtrisent, que le notaire maîtrise. Il y a la langue, il y a aussi le devoir du conseil. Alors, le devoir de conseil, pour expliquer, ce n'est pas la consultation juridique, ce n'est pas l'information. Il y a trois concepts. Le droit à l'information, en général, je vous donne l'information. Il y a sur une société, il y a un nantissement, c'est une information. Le devoir du conseil, c'est par exemple quand il y a une prénotation sur un fonds de commerce, une société commerciale, il faut expliquer aux citoyens lambda ce que c'est que la prénotation. La prénotation n'interdit pas la transmission de biens, mais il y a des risques. Donc il faut l'expliquer que la prénotation ne gèle pas le bien, mais il y a des risques à ce que la justice rend un jugement irrévocable en dernier ressort et que vous seriez débouté de votre acquisition par la suite. Ça, c'est le devoir du conseil. Donc, et même la validité même intrinsèque de l'acte, elle repose sur ce devoir du conseil. Donc, on est obligé de conseiller avec un conseil personnalisé pour les clients pour les amener au résultat escompté. Troisième pilier sont les garanties de la profession. Admettons qu'un notaire a commis une erreur. Il y a l'assurance obligatoire à hauteur de 5 millions de dirhams pour chaque acte. Il y a le fonds de garantie. Il y a maintenant la digitalisation qui est rentrée comme instrument pour sécuriser. Maintenant, les notaires sont tous outillés par des lecteurs qui contrôlent les cartes nationales
avec la reconnaissance faciale et connecté directement au registre de l'État pour contrôler est-ce que le titulaire de ce droit est bel et bien c'est lui qui est devant vous. Donc, ensemble de plusieurs éléments, j'ai cité que 3, donc pour pouvoir garantir cette sécurité contractuelle. Vous voulez peut-être intervenir sur le privé? Je vais plutôt alors insister sur le côté public des investissements, parce qu'effectivement, le secteur de l'hydrogène a besoin d'énormément d'investissements publics, ne serait-ce qu'au niveau du parc de production de l'ENR, pour faire effectivement de l'hydrogène véritablement vert, sans production de carbone, aussi au niveau des réseaux. C'est une problématique. Le Maroc n'a pas de tradition, en tout cas au niveau gazier, de réseau, donc il va falloir aussi insister sur ces investissements-là. Et puis il y a une question aussi de stockage, y compris le stockage dans les cavités naturelles, hein, les gîtes naturels qui peuvent être utilisés pour stocker. Donc effectivement, il y a, et effectivement aussi au niveau du portuaire, puisque le Maroc a vocation non seulement à consommer cet hydrogène marocain produit, mais également à l'importer, à l'exporter. C'est ce que je disais tout à l'heure sur les 10 millions de tonnes que l'Union européenne prévoit d'importer, et notamment, encore une fois, sur les interconnexions entre le futur réseau marocain et le réseau européen, l'Union européenne ayant annoncé qu'elle avait la volonté d'étendre le gazoduc H2Med, c'est ça, H2Med, qui va être intégré, qui va donc connecter le Maroc à l'Europe. Et d'ailleurs, ces investissements, ils se font non seulement sur des financements publics, mais également, et d'ailleurs c'est la circulaire hydrogène qui le prévoit, le recours au PPP pour essayer de recourir aux capitaux et au savoir-faire privé. Pour le côté privé. Moi, je rebondis sur ce qui a été présenté par Maître Fassiferi. C'est juste un petit rappel, il y avait de l'investissement sur l'hydrogène vert au Maroc. Je représente en fait une boîte qui a déjà investi, mais pas dans les mêmes dimensions. Il y a des exemples déjà d'investissement d'Air Liquide Maroc pour l'hydrogène vert. Ça commence par une acquisition déjà d'électricité verte qui doit être possible. Et pour un client qui est consommateur. Moi, je pense à Maghreb Steel, vous nous avez accompagnés pour ce projet-là, je pense, dans le passé. Mais ça ne date pas aujourd'hui. L'hydrogène vert existe au Maroc depuis un bon moment. Mais peut-être que maintenant, on assiste à un changement d'échelle plutôt. C'est la fin de ce panel. Merci beaucoup, Imad Maliki, d'avoir modéré. Et merci aux panélistes. Vous pouvez vous lever pour une photo. Une photo de notre panel. Levez-vous. On va faire une pause de 15 minutes, pause café, et on revient pour notre...